Bonjour à tous, je remercie le PHC de m'avoir sollicité pour cette présentation qui traitera de la NASH et des traitements actuellement disponibles. Donc, le traitement de la NASH repose sur trois grands piliers, les règles hygiéno-diététiques, la chirurgie bariatrique et le traitement pharmacologique. La NASH, c'est la maladie de l'obésité et du surpoids. Donc, la base de la prise en charge est de modifier son style de vie et d'adopter de meilleures règles hygiéno-diététiques. Donc, diminuer les apports caloriques en réduisant son alimentation, mais aussi, pas seulement en termes de quantité, mais également en termes de qualité, en adoptant un régime méditerranéen. Augmenter ses dépenses caloriques en augmentant son activité physique et le tout dans un objectif de perte de poids. Je vous présente les résultats d'une grande étude cubaine publiée maintenant il y a quelques années. 293 patients qui avaient une NASH, qui ont eu un programme hygiéno-diététique intensif avec modification alimentaire et augmentation de l'exercice physique, biopsie au début et biopsie à la fin de l'année d'évaluation pour évaluer le retentissement sur les lésions hépatiques. Ce que cette étude nous apprend, c'est qu'en termes de résolution de la NASH, si on perd 7 à 10% du poids du corps, 64% des patients vont avoir une amélioration de leur lésion inflammatoire. Et l'objectif de perdre de plus de 10% du poids du corps est vraiment très important parce que, comme vous le voyez, 90% des patients qui atteignent cet objectif et qui le maintiennent ont une amélioration de leurs lésions inflammatoires hépatiques. Donc, cette étude nous a apporté des objectifs que l'on peut indiquer aux patients. Un patient de 100 kg, s'il arrive à perdre 10% de son poids du corps, soit 10 kg, aura quasiment toutes les chances d'améliorer ses lésions inflammatoires hépatiques. Ce que nous apprend cette étude également, c'est que c'est très difficile d'atteindre et de maintenir ces objectifs. Sauf 9% des patients perdaient entre 7 et 10% du poids de leur corps et seulement 10% des patients arrivaient à perdre plus de 10% du poids du corps. Et encore, on était dans une étude académique très cadrée et on sait très bien que dans la vie réelle, ces taux sont encore plus faibles. Le deuxième pilier de la prise en charge de la NASH, c'est la chirurgie bariatrique lorsqu'elle est possible, car c'est un moyen très efficace pour perdre du poids. Ici, ce sont les résultats de l'expérience lilloise, une série de patients qui ont eu une chirurgie bariatrique, NASH à l'inclusion, biopsie à 1 an et à 5 ans de suivi. Sur le graphique de gauche, vous voyez que parce qu'elle fait perdre beaucoup de poids, la chirurgie bariatrique est très efficace sur la NASH. 85% des patients avaient nettoyé leurs lésions inflammatoires, avaient eu une résolution de la NASH à 1 an. Et ce que nous apprend cette étude de façon très intéressante, c'est que cela s'accompagne d'une amélioration de la fibrose. Vous voyez qu'à 1 an, les patients F0 étaient plus nombreux qu'à la biopsie initiale et que cette amélioration de la fibrose va se poursuivre dans le temps et qu'à 5 ans, on avait quasiment 60% des patients qui n'avaient plus de fibrose à la biopsie hépatique. Donc, perte de poids très importante avec la chirurgie bariatrique qui s'accompagne d'une amélioration des lésions inflammatoires et d'une amélioration également des lésions de fibrose qui va aussi progresser dans le temps. Le problème de la chirurgie bariatrique, c'est qu'il y a très peu de patients qui sont candidats. Et donc, on a beaucoup de patients en pratique clinique qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs des règles diététiques et qui ne sont pas candidats à la chirurgie bariatrique. Et c'est là où il y a toute la place pour le traitement pharmacologique. Je vous montre ici les guidelines EASL de 2016 et à gauche et de l'ASLD en 2018. Ces guidelines indiquent clairement que la metformine n'est pas efficace en termes de traitement pharmacologique dans la NASH et qu'il y a très peu de données ou des données inconsistantes en ce qui concerne l'acide orthodésoxycholique, les acides gras polyinsaturés, l'orlistat, la pentoxyphiline. Les saignées également ne sont pas efficaces. Ce que retiennent ces guidelines comme molécule candidate actuellement, c'est la pioglitazone, un agoniste des récepteurs PPAR-gamma utilisé dans le diabète, et la vitamine E. Le ASL indique que l'idéal est de commencer le traitement chez les patients qui ont une transaminase élevée, de le réévaluer au bout de 6 mois sur les transaminases et de le maintenir s'il y a une diminution des transaminases. Par contre, elle précise bien que lorsque le taux de transaminase est normal à baseline, on n'a pas de cible pour évaluer l'efficacité du traitement. Et on en discutera tout à l'heure. Ces deux guidelines précisent que les analogues GLP-1, également utilisés dans le diabète, sont des candidats très intéressants. Donc, depuis ces guidelines,
Il y a eu beaucoup de recherches menées dans le domaine des traitements pharmacologiques de la NASH. C'est un domaine en forte ébullition. Et comme vous le voyez, depuis ces guidelines, on a quasiment une dizaine d'études de phase 3 qui ont été lancées. La première étant l'étude Regenerate, qui a évalué l'acide obéticolique. Première étude de phase 3 et premier succès. Sur le critère résolution de la NASH, à gauche, vous voyez qu'il n'y avait pas d'efficacité de la molécule. Par contre, sur le critère amélioration de la fibrose après 72 semaines de traitement, on avait une différence significative entre le groupe acide obéticolique 25 mg et le groupe placebo. Suite à cette étude, d'autres travaux ont été menés, mais avec beaucoup moins de succès. Vous connaissez les résultats des études Stellar qui ont évalué le séloncertib chez les patients F3, donc l'étude Stellar 3, et chez les patients F4, l'étude Stellar 4, qui se sont avérées toutes les deux négatives. À l'ASLD, le Liver Meeting en novembre, ont été communiqués les résultats de l'étude Resolvit, étude de phase 3 qui a évalué l'élafibranor, un agoniste PPAR alpha-delta dans la NASH. Ont été communiqués les résultats intermédiaires après 72 semaines de traitement, donc environ 1070 patients qui avaient atteint la deuxième biopsie. L'objectif principal de l'étude était la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Et malheureusement, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, ce critère de jugement principal n'était pas atteint. 19% des patients avaient une résolution de la NASH dans le groupe elafibranor 120 mg et 15% dans le groupe placebo. La différence n'était pas significative. Et sur l'autre critère de jugement, réduction de la fibrose, pareil, pas de différence significative entre les deux groupes. L'étude a été arrêtée. Le développement de la molécule elafibranor dans la NASH a également été stoppé. Plus récemment, un press release a été communiqué au sujet de l'étude Aurora, qui évalue le cénicriviroc, une molécule antifibrosante dans la NASH. Et ce press release indique que les résultats intermédiaires sur la biopsie sont négatifs, sans plus d'informations quant aux résultats. L'étude a également été stoppée. Donc actuellement, en phase 3 dans la NASH, il reste l'étude Armor qui évalue la Ramcol, une combinaison d'un acide gras avec un acide biliaire, et l'étude Maestro-NASH qui évalue le resmetirom, un analogue des récepteurs bêta de la thyroïde. Donc les inclusions sont en cours. Et également l'étude Reverse, cette fois-ci chez les patients cirrhotiques, donc l'étude de l'acide obéticolique en phase 3 chez les patients cirrhotiques. Donc, beaucoup d'études de phase 3. La première qui était positive, mais beaucoup moins de succès pour les suivantes. Est-ce qu'il faut être pessimiste pour le traitement pharmacologique dans la NASH? Non, parce que des études de phase 2 très prometteuses ont donné des résultats extrêmement intéressants en cette fin d'année 2020, notamment l'étude de semaglutide. Donc, ça fait écho aux guidelines qui plaçaient les analogues GLP-1 comme des candidats très intéressants dans la NASH. Donc, le semaglutide est un analogue des récepteurs GLP-1 actuellement utilisé dans le diabète avec un très très bon profil de tolérance, donc une molécule qu'on connaît bien et qui, dans cette étude de phase 2B, a été évaluée chez des patients NASH avec une fibrose F1, F3. Vous voyez, il y avait le placebo et 3 groupes de traitement. Semaglutide 0,1 mg par jour, semaglutide 0,2 mg par jour et semaglutide 0,4 mg par jour. Donc 0,4 mg par jour, ça fait 2,8 mg par semaine. Donc on n'est pas très loin des doses utilisées chez les patients diabétiques. Et l'objectif principal était la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Et donc, étude positive, comme vous le voyez à gauche, sur le critère résolution de la NASH. Dans le groupe placebo, 17% des patients avaient atteint l'objectif principal. Et dans le groupe semaglutide 0,4 mg, 59% des patients avaient atteint l'objectif, donc 3 fois plus que dans le groupe placebo. Le critère de jugement fibrose n'était pas atteint, mais clairement, le critère de jugement NASH était très significatif. Et ce qui est très intéressant avec ces molécules, c'est qu'elles s'accompagnent d'une perte de poids. Les patients avaient perdu jusqu'à 12% du poids de leur corps dans le groupe semaglutide 0,4 mg. Donc, on était au-delà du fameux objectif dont on avait parlé au début sur la règle diététique, une perte de 10% du poids du corps. Donc, ces molécules sont de très bons candidats parce qu'elles font perdre du poids et parce qu'on a de très bons résultats sur la NASH. Une autre étude de phase 2B qui a montré des résultats prometteur, c'est le lanifibranor. Donc, on a parlé de la pioglitazone tout à l'heure, qui est un agoniste de récepteur PPAR gamma. On a parlé de l'élafibranor, étude négative, qui est un agoniste des récepteurs alpha-delta. Eh bien, le lanifibranor, c'est la réunion des deux. C'est un agoniste pan-PPAR qui va cibler les récepteurs alpha, delta et gamma.
Les résultats d'études qui ont été présentés donc, au Congrès américain de novembre incluaient des patients NASH confirmés par biopsie avec une activité importante, un SAF au moins à 3, 3 groupes, un groupe placebo, un groupe lanifibranor 800 mg par jour et un groupe lanifibranor 1200 mg par jour, 24 semaines de traitement et une seconde biopsie pour évaluer l'efficacité. L'objectif principal était l'amélioration de la NASH, évaluée par une diminution d'au moins 2 points du score d'activité SAF. Donc, voilà les résultats. Il faut se concentrer à chaque fois sur la barre de gauche. Vous voyez que dans le groupe placebo, 27% des patients avaient atteint l'objectif principal d'amélioration de la NASH. Dans le groupe lanifibranor 800 mg, 41%. Et dans le groupe lanifibranor 1200 mg, 50% des patients, donc 2 fois plus que dans le groupe placebo, avaient atteint le critère de jugement principal. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on stratifie les patients en diabétiques et non diabétiques, on avait exactement les mêmes taux de réponse. Ce qui était également le cas pour l'étude pour le sémaglutide. Donc, le sémaglutide marchait aussi bien chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. Donc, on a vraiment des molécules qui sont d'excellents candidats. Et ces 2 molécules vont désormais passer en phase 3 qui devrait débuter en 2021. Donc, pour conclure, actuellement, le traitement de la NASH repose bien entendu sur les modifications du lifestyle, de l'hygiène de vie, donc un meilleur régime alimentaire, tant d'un point de vue quantité, réduire les apports caloriques, que qualité, adopter un régime méditerranéen, augmenter les dépenses, augmenter son activité physique, avec pour objectif une perte d'au moins 7% et idéalement 10% du poids du corps. Il faut savoir envisager la chirurgie bariatrique lorsqu'elle est possible et indiquée, car ça s'accompagne d'une très nette perte de poids, donc une amélioration des lésions inflammatoires et de la fibrose. Actuellement, aucun traitement pharmacologique n'est recommandé, mais des études très prometteuses montrent qu'il est désormais possible de dialoguer avec les diabétologues pour le traitement de la NASH et, par exemple, leur proposer d'adapter le traitement antidiabétique avec des glitazones ou des analogues GLP-1 lorsque le patient a une cytolyse liée à la NASH et encore plus lorsqu'il a une fibrose avancée. Ça, c'est du domaine du possible, car ces médicaments ont l'AMM dans le diabète, donc on peut instaurer d'ores et déjà un dialogue avec le diabète avant que ces molécules ne soient validées en phase 3, spécifiquement pour la NASH. Je vous remercie pour votre attention.